Et c'est donc Nicolas Chéron qui nous accompagne pour un quart d'heure en plateau dans cette édition de la mi-journée de Smart Bourse sur Bismart, stratégiste de marché pour Zone Bourse. Bonjour et bienvenue Nicolas. Bonjour Grégoire. Question globale effectivement au quasi-terme de cette année 2020. Est-ce que la dynamique de marché, notamment des dernières semaines, est-ce que les derniers événements, le vaccin, perspective de réouverture des économies, etc., est-ce que tout cela a permis de construire un socle solide sur les marchés financiers, ou est-ce qu'on est toujours dans un marché qui a un certain nombre de vulnérabilités? Ou est-ce que vous avez envie de mettre l'accent là sur la balance des risques aujourd'hui, Nicolas? Oh, eh bien, pour le moment, sur le côté solidité, je pense effectivement que la zone des 5200, 5300 points sous laquelle nous avions buté en mai et puis cet été a été cassée avec des volumes historiques. Il y a un mois, nous avions parlé de volumes entrants sur le marché actions qui étaient sur des niveaux complètement stratosphériques. Le retour des particuliers, des gestions, des fonds d'investissement, quelles que soient les zones économiques. Donc, je pense que ce type d'entrée de capitaux massive ne se défait pas comme cela du jour au lendemain. Après, il y a beaucoup de raisons qui expliquent la latéralisation du marché depuis maintenant 3 semaines. Je dirais qu'il y a 3 raisons à cela. La première raison, c'est qu'un choc de hausse doit se digérer en quelque sorte. 12% de hausse au mois de novembre sur le Dow Jones, record depuis 1987. Donc après une telle expansion, je dirais qu'il y a des prises de bénéfices, une pause salutaire, nécessaire, ne serait-ce que pour les indicateurs techniques et puis tous les indicateurs d'euphorie retombent d'un cran et qu'on retrouve un petit peu d'énergie. Deuxième raison, c'est la périodicité. On est au mois de décembre, on est à 7 séances de Noël, l'année est terminée, concrètement. Donc, il n'y a pas énormément de choses à attendre d'ici la fin de l'année. Après, il y a peut-être une troisième raison qui explique cette latéralisation et ce manque de direction, c'est les ombres au tableau, les incertitudes, dont certaines en sont vraiment et d'autres pas. Si vous voulez qu'on revienne un petit peu dessus, par exemple... C'est quoi les vrais risques et les faux risques? Alors, le faux risque, c'est le Brexit. C'est peut-être problématique pour certaines entreprises, mais le marché, désormais, n'en a cure. Le marché ne répond plus du tout, en fait, même la livre peu aux négociations ou aux échecs de négociation sur le dossier du Brexit. Après, nous avons bien évidemment le plan de relance américain. Mais ça, c'est pareil, c'est un vrai faux débat. 750, 900, 1100 milliards, on sait que c'est une énorme enveloppe, que ce sont des enveloppes d'une taille qu'on n'a jamais vue, qui vont être déversées, qui sont là pour aider les particuliers, les entreprises, pour faire en sorte que toute cette base de l'économie américaine reste solide. Et ce plan, de toute façon, va sortir. Alors, il est désormais pratiquement complètement pricé, un petit peu comme le vaccin d'ailleurs. Et on arrive sur ce troisième sujet qui est un peu plus touchy, le Covid, bien évidemment. Le marché a voulu enjamber complètement la crise pandémique qui est loin d'être éradiquée, avec effectivement la perspective du vaccin qui permettrait de passer peut-être à autre chose. C'est ça, depuis 2-3 semaines, on continuait d'être soutenu par les différentes sociétés qui publiaient leurs recherches sur le vaccin, les États-Unis qui acceptent, enfin d'abord c'était le Royaume-Uni, puis les États-Unis, maintenant là, il y a une pression sur les autorités européennes. Mais on sent bien que l'effet vaccin arrive à son terme, est arrivé d'ailleurs à son terme puisque maintenant on le distribue, et qu'il est contrebalancé, contrecarré par justement ces nouvelles mesures, ces nouveaux confinements, ces règles, que ce soit aux États-Unis ou en Europe. Ce qui sera peut-être en fait une chance, parce que si cela devait engendrer une baisse des marchés un tant soit peu significative de 3, 4, 5%, eh bien ça permettrait aux gestions qui ont des liquidités et qui sont en attente de pouvoir payer de meilleurs prix, de pouvoir rentrer sur le marché plutôt que de courir après le papier sur les niveaux actuels. Vous dites, toutes choses égales par ailleurs, comme on dit dans vos métiers, une baisse de 4, 5%, ce serait déjà un point d'entrée important, idéal peut-être même pour certains intervenants. Pour jouer la suite, et pour jouer ce que les marchés anticipent dans les mois à venir, c'est-à-dire un rebond, un retour de la croissance en 2021. Vous parliez de la Chine il y a quelques instants, c'est un sujet qu'on avait vu ensemble le mois dernier, puisque chez Zone Bourse, on est très focus sur l'Asie, moteur de performance et de croissance pour de nombreuses industries, de nombreux secteurs en 2021. Donc oui, je pense que les opérateurs sont haussiers.
On a dépassé les 100 000 milliards de capitalisation boursière. On a retrouvé en fait les rythmes de croissance que les marchés auraient eu s'il n'y avait pas eu le Covid. Ouais. Après, pour vos téléspectateurs, il faut bien comprendre une chose, c'est qu'il y a une différence entre marché boursier et économie réelle. Et la baisse d'activité des entreprises, la baisse de PIB, tout ce qu'on a loupé en fait en 2021 a été mis sur la table par les banques centrales et les États dans des proportions qui n'ont jamais été vues de toute l'histoire des marchés financiers. Est-ce qu'il y a quand même des petites zones d'alerte? Vous parliez effectivement du sentiment de marché. Donc, alors, juste, quelle gradation vous faites? Alors, on est sans doute plus dans le pessimisme, optimisme, mais comment on peut le qualifier? Est-ce que c'est un optimisme prudent? Est-ce qu'on est déjà dans une forme d'allégresse un peu généralisée, voire de début d'euphorie? Bon, c'est vrai que les grandes introductions en bourse de Wall Street ces dernières semaines, quand même, nous en mettent plein les yeux. Airbnb qui double sur sa première séance de bourse pour une boîte qui lève plus d'1 milliard, ils ont levé même 3,5 milliards et plus. Ouais. Ça n'est jamais arrivé dans l'histoire. Alors, est-ce que c'est l'idée grandissante d'une bulle techno? Est-ce que c'est un monde à part qui est en train de, je sais pas, vivre sa vie de son côté? Comment vous analysez cette situation, Nicolas? Alors, je pense que cette situation, elle reflète les marchés que l'on connaît depuis 1 ou 2 ans, c'est-à-dire des marchés qui, quand ils ont une idée en tête, ils vont, et pas qu'à moitié. Ils vont jusqu'au bout. Mordicus jusqu'au bout. Et ils y vont fortement. Ouais. Exemple, crise du Covid, on se rend compte que les valeurs technologiques continuent de délivrer, et là, on a des flux entrants sur les valeurs techno, mais complètement dantesques, et on a une performance du Nasdaq qui est à 40% cette année. Ouais. On peut parler d'euphorie, je pense, à ce niveau-là. C'est pas une euphorie qu'on retrouve sur l'ensemble de toutes les places boursières, mais sur les valeurs technologiques, on peut parler de suroptimisme, d'euphorie, et il va falloir être très sélectif. Les IPO, c'est la matérialisation de l'ultra-liquidité dans laquelle nous sommes. Et puis, c'est aussi la matérialisation de l'entrée en bourse de tous ces particuliers nouveaux, de toute cette génération Robinhood qui... Il y a beaucoup de retail derrière ces opérations, de clients particuliers. Qui rentrent sur les marchés aux États-Unis, qui ont du temps parce que certains ne travaillent pas, de l'épargne, vous en avez parlé précédemment, il y a de l'épargne à revendre. Alors... Est-ce qu'on s'approche d'une bulle type 99-2000 sur les valorisations des technos et les IPO? En tous les cas, ça y ressemble. Pour vous donner quelques chiffres, en 1999-2000, les IPO représentent entre 90 et 100 milliards par an. Ouais. Ça, c'est l'argent levé à travers les opérations d'introduction en bourse sur la période 99-2000. En 2014 aussi, on fait une très bonne année. On est à 80 milliards, me semble-t-il. Ouais. Cette année, on est à 80 milliards, donc le 4e meilleur chiffre des 20 dernières années. Mais en plus de ça, il y a une nouveauté, c'est qu'en plus des IPO, vous avez les SPAC. Oui. Les SPAC qui sont des véhicules d'investissement dans lesquels les opérateurs vont mettre de l'argent dans le but d'acheter une société, créer une fusion, puis venir coter cet ensemble. Et on parle récemment de Momentus, par exemple, qui est spécialisé dans l'envoi de petits objets de satellites. On appelle ça aussi des blank check company. On fait un chèque en blanc à un groupe d'investisseurs qui guide quand même quelques idées sur le papier en disant, voilà, je veux investir, faire des acquisitions dans tel secteur, dans tel domaine, telle taille d'entreprise. Et on lève de l'argent comme ça dans une coquille vide au départ. Ça fait rêver, il y a un projet, il y a une idée, mais dans ces SPAC, on a eu 70 milliards cette année. C'est-à-dire que 70 plus 80, on est à 150, donc on est à 150% des montants levés lors de ce qu'on appelle la bulle des dot-com, où on avait, pareil, levé près de 100 milliards dans l'année. Donc, on est sur les mêmes chiffres. Après, c'est le monde d'aujourd'hui. Cette année, record historique de baisse, record historique de hausse, record historique de flux entrant sur les marchés, record historique de flux sortant sur l'or. Est-ce qu'on n'est pas voué à, de toute façon, aller de record en record avec faut accepter cette exubérance qui s'exprime là dans quelques segments de marché, quoi. Alors après, il faut faire très attention. Vous avez 2 types, je dirais, d'IPO, d'introduction. Oui. Vous avez l'IPO crowded trade, on appelle ça, c'est-à-dire un trade sur lequel tout le monde est, où notamment les retail, les particuliers vont y aller fort, c'est par exemple Airbnb. Ouais.
Et donc là, les opérateurs n'ont pas pu en avoir avant l'IPO et elle cote directement en hausse de 100-120%. D'ailleurs, je crois qu'elle a perdu en l'espace de 48 heures 25%. Donc ça montre bien la dangerosité pour le particulier d'entrer sur des niveaux de valorisation stratosphériques et derrière de se prendre la correction. Mais vous avez d'autres sociétés un peu moins connues, un peu plus spécifiques. Je pense à Snowflake ou encore à Palantir, qui notamment travaille avec le gouvernement américain. Moins grand public. C'est moins grand public, c'est plus spécifique. Et là, on va avoir une cotation où pendant 2-3 mois, l'action va fluctuer entre 10 et 15 $. Puis elle va casser son cours d'introduction et ses plus hauts historiques, même s'ils sont très récents. Et on a la naissance, une séquence de 200-300% de hausse très rapide. Donc il faut faire attention sur quel type d'IPO on va. Ouais, ça restera une année quand même historique, phénoménale pour les grandes introductions en bourse à Wall Street. Il nous reste 2 minutes pour conclure sur les small caps. Oui. Le CAC Small, l'indice des petites capitalisations boursières à Paris, est largement en avance sur le CAC 40. Il est même positif de 2%, je crois, depuis le 1er janvier. Beaucoup s'est joué sur les dernières semaines, le retour des small caps. Est-ce qu'on revient à la surperformance naturelle et historique des petites capitalisations, Nicolas ? C'est l'impression que cela donne, un retour à la normale en fait, puisque si l'on regarde sur les 20 années écoulées, les small caps sont toujours surperformés les big caps. Ce sont des valeurs qui profitent parfois de bassins de croissance de secteurs beaucoup plus dynamiques, et donc c'est le retour en force des small caps. On a pratiquement 10% de surperformance par rapport à l'indice. Alors après, il y a beaucoup de choses qui font aimer les small caps. Parfois, c'est des aventures familiales. Parfois, il peut y avoir des rumeurs d'OPA. Des opérations de fusion-acquisition. Vous avez aussi des dossiers qui sont très thématiques. J'aime bien, par exemple, ces derniers temps, j'ai beaucoup aimé cette année McPhy, spécialiste dans l'hydrogène, pour jouer une thématique bien particulière avec un plan de soutien et toutes les annonces qui vont bien. Combien 2, 300, 400%. Elle est passée de 3,50 à plus de 35, donc elle a fait x10. Elle a fait 800-900% dans l'année. Je pense aussi à Gossin, à Médiane Technologies. Et ce sont des petites valeurs, ou aussi à Navia, dans les véhicules autonomes, c'est un thème. Un sujet, un thème, une idée. Ou un patron. Voilà. Ouais, mais pour le particulier, c'est plus lisible que d'essayer de lire les comptes de résultats de Société Générale. Il y a une aventure, il y a une idée, et donc c'est ce qui explique ce retour en force, je pense. Bon. On termine l'année sur une forme d'enthousiasme, on peut dire ça quand même, Nicolas, oui. Sans aller trop loin. Nicolas Chéron, merci, qui était avec nous en plateau pour cette édition de la mi-journée de Smart Bourse sur Bismart, stratégiste de marché chez Zone Bourse.